Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de deux auteurs que j'aime bien, que j'aime beaucoup même, Philippe Génada et Grégoire Pouillet. Avant de commencer, il faut que je précise quand même que les deux se ressemblent beaucoup. Ça va sûrement être un peu le nœud de la vidéo, au point où ça pouvait même m'empêcher de découvrir la plume de l'un, Grégoire Pouillet. Il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, je sais plus. À un moment, il était dans une des listes du concours pour son roman Le cœur ne cède pas. J'en avais lu 150 pages et je trouvais tellement que ça y ressemblait que ça m'avait coupé dans ma lecture et que j'avais abandonné en cours de route. Et quelqu'un me l'avait conseillé quelques mois plus tôt et je crois que j'avais dit un truc, une réponse un peu de tête de nœud, style oh non c'est du sous Génada, je préfère l'original à la copie, un truc comme ça. J'y suis revenue finalement cette année avec sa nouvelle sortie qui est Le syndrome de l'orangerie. Et j'ai encore eu ce ressenti pendant un certain temps de la lecture. Et j'ai essayé de déplier un peu ça, comme lui essaie de déplier le malaise qu'il ressent face au panneau des nymphéas de Monet. Moi j'ai essayé de mieux comprendre pourquoi ça me mettait si mal à l'aise de voir un auteur qui ressemble beaucoup à un autre auteur, de voir un auteur qui ressemble beaucoup en plus à un de mes auteurs préférés. Pourquoi ça me dérangeait. En fait, je crois que au moment où j'avais envoyé paître la personne, ou en tout cas au moment où j'avais eu cette réponse de tête de nœud, c'était peut-être parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore lu toute la bibliographie plutôt, de Philippe Génada, et que j'avais cette impression que si je devais lire un livre dans ce type-là, autant lire l'original à la copie, mais encore une fois, pour la première fois, il faut dire que c'est mon ressenti, ce n'est pas sûr que l'un copie l'autre. Pouillet s'inspire de Génada. C'est en parlant aussi avec un ami lors de ma lecture, où je lui disais justement donc que cette forte ressemblance avait vraiment quelque chose qui me dérangeait et que j'arrivais pas à me l'expliquer, parce que finalement, des auteurs qui peuvent se ressembler, je sais pas moi, dans le corpus classique, quand on est à l'école, au lycée ou ce genre de trucs, on en voit parfois, justement, si on appelle des mouvements littéraires, c'est parce qu'il peut y avoir des filiations ou des fraternités entre auteurs et que une esthétique commune pouvait se tisser entre plusieurs personnes. Pourquoi là, dans ce cas-là, ça me faisait un effet aussi irritant, aussi dérangeant. Lui m'a dit que c'était quelque chose d'intéressant qui était que c'est vrai que quand on voit une personne qui essaie à tout prix d'imiter la manière de s'habiller ou la manière de parler d'un auteur, ça peut avoir quelque chose d'un peu ridicule, d'un peu risible ou ce genre de truc. On peut avoir une petite honte pour la personne. Et je savais pas tout à fait si c'était ça exactement. Bien sûr, dans un premier temps, c'est un peu ça. Il peut y avoir même une sorte d'indignation. Comment c'est fou imiter à ce point-là un auteur que j'aime et être impuni de ça. Enfin, je pense qu'il y avait un peu un côté comme ça. Mais je crois que c'est surtout que ça soulevait un problème que j'ai, un problème qui m'anime un peu sur cette chaîne, ou sur moi-même quand j'écris, qui est une question que je pose souvent. Qu'est-ce que le style ? Qu'est-ce qui fait l'unicité, la singularité d'un style? Et est-ce que la personnalité, comme la personnalité de quelqu'un dans la rue ou d'un ami ou de quelque chose comme ça, à quoi elle tient? Est-ce qu'elle tient tant que ça? Est-ce que l'attrait des parenthèses chez Génada vient vraiment de Génada? Est-ce que c'est constitutif en plus à ce point-là de son style? Donc ça soulève énormément de questions qui sont quand même, qu'est-ce que le style? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une certaine personnalité? Qu'est-ce qui la rendrait inimitable? Et est-ce qu'elle est inimitable? Et si jamais elle est imitée, est-ce que ça rend caduque le style de l'un ou de l'autre? Si c'est si facile à imiter. Donc, pendant quand je m'y suis remise avec le syndrome de l'orangerie, je dirais que pendant je sais pas, peut-être pas la moitié, mais peut-être un tiers du livre, ça continuait de m'agacer. Jusqu'à un moment où je me suis demandé, est-ce que je ressentirais ça si je n'avais jamais lu Génada, tout simplement? Est-ce que je bouderais mon plaisir? Parce que là, c'était vraiment le truc de bouder son plaisir. Je prenais du plaisir à lire, tout en me flagellant d'en prendre parce que finalement, ça ressemblait trop à des livres que j'avais déjà lus. Est-ce que je me punis pas, moi, en tant que lectrice, en faisant ça? Est-ce que donc, si je l'avais jamais lu Génada, j'aurais cette attitude? Et la réponse est non, pas du tout. Enfin, je trouverais que c'est un très bon livre. Et en venir à cette question, si ça avait été aussi un livre de Génada, est-ce que je bouderais aussi mon plaisir? La réponse est non, je trouverais que c'est un très bon Génada, justement. Donc, est-ce que, finalement, un livre ne devrait pas quitter le nom de son auteur pour faire partie d'une sorte de grande bibliothèque
commune, quoi. Est-ce qu'il est si nécessaire de tenir compte du fait qu'un livre est écrit par un auteur en particulier et d'ajuster un peu sa réception, sa manière de le recevoir, quoi, selon le nom de cet auteur? Est-ce que je me prive pas, est-ce que je me gâche pas ma lecture en voulant à tout prix voir qu'un aspect réducteur, quoi, au lieu de vouloir être têtu au point de passer à côté du livre? Donc après cet examen de conscience, je me suis dit, bon non, laisse tomber, tu lis ce livre en essayant de faire taire cette voix qui fait que crier dans ta tête, on dirait du Gennada, on dirait du Gennada, on dirait du Gennada, parce que tu dis ça, tu n'as rien dit finalement sur le roman, quoi. Et puis, en plus, il faudra après s'interroger sur quelle est justement la filiation, qu'est-ce qui fait que ce serait du Gennada plus que autre chose, quoi. C'est vrai que Gennada a une manière très singulière justement d'écrire. Bien sûr, il y a les parenthèses, mais il y a, je dirais, en fait, le point commun en fait qu'on peut trouver, qui est vraiment, je dirais, représentatif de leur style à l'un et à l'autre, c'est une souplesse par rapport au récit. C'est de se dire, j'ai le temps, je vais raconter l'histoire telle que j'ai envie de la raconter, et si je dois faire des détours, je vais faire des détours. Et le plaisir, c'est dans le détour plus que dans finalement l'arrivée. Par exemple, dans Le cœur ne cède pas de Boulier, on a envie dès le départ, c'est une sorte de chasse au trésor, d'ailleurs c'est souvent ça chez l'un ou chez l'autre, on a envie de découvrir pour résumer, le cœur ne cède pas, c'est l'histoire de Bimor, qui est le double de Boulier, qui va partir à la recherche d'une femme qui est morte dans les années 80, se laissant mourir de faim, et dont elle a été retrouvée 10 mois plus tard, momifiée dans son appartement, personne n'a été alerté avant de sa disparition, et elle a écrit, en fait elle s'est laissée mourir de faim, et elle a écrit sur un journal de bord, sur un cahier d'écolier pour être précise, pendant 45 jours, la souffrance qu'elle a eue, d'une manière assez clinique et d'une manière assez presque médicale, la progression vers la fin, vers la mort. Et c'est donc le postulat de départ du livre, donc on a envie enfin, il nous agite cette petite cloche qui est ce journal. On sent qu'il pourrait y accéder, on sent qu'il pourrait le publier dans le livre, donc on a envie qu'une chose, c'est de lire ce journal. Et finalement, donc c'est en ça que c'est une chasse au trésor, mais finalement, on va comprendre que le voyage n'est pas si important, enfin non, plutôt que le voyage est plus important que la destination, puisque le journal, on n'y aura pas droit. Ce sera frustrant, mais c'est aussi une manière de comprendre que Marcel, qui est donc la femme, n'est pas tant le sujet du livre que Grégoire Boulier qui va chercher Marcel. Et avec Gennada, c'est aussi souvent ça, ce n'est pas tant les faits divers sur lesquels il va essayer d'enquêter, que lui qui enquête sur eux. C'est peut-être plus, après je dirais, chez Boulier que chez Gennada, une sorte de psychanalyse de l'auteur, de psychanalyse aussi de ces sujets, mais aussi de l'auteur qui est entremêlé et qui montre justement une sorte de quête d'identité. En cherchant l'autre, c'est qui que je cherche, c'est moi. C'est peut-être plus latent justement chez Boulier. Et donc il faut avoir lu et ne pas faire sa tête de nœud en disant j'ai lu sur Gennada, de voir que ça c'est peut-être un fait qui est plus représentatif chez Boulier que chez Gennada, où Gennada va peut-être plus s'attacher à utiliser le côté autofictionnel non pas comme un motif vraiment qui a une sorte de primauté à la fin du récit, mais plus comme une manière d'alléger parfois les faits qui sont souvent sombres, de montrer une sorte Enfin, j'ai fait une interview de lui justement dans mon magazine littéraire Chini Chini, et dedans il me disait que c'est, je crois sa mère ou son éditeur qui disait que pour, je sais plus, un gâteau ou quelque chose comme ça, il fallait plusieurs couches et qu'il y ait des couches plus légères pour que ce soit pas étouffant. Et donc justement l'autofiction est dans un but plus humoristique, plus léger, pour baisser un peu la pression du récit. Donc une souplesse par rapport au récit qui est vraiment constitutive, et souplesse qui se retrouve dans la digression et dans la parenthèse. Et c'est là où peut-être parfois ça a pu avoir un côté agaçant chez moi qui suis une fanatique même de Gennada, c'est de voir que Boulier justement parlait de la digression, de la parenthèse plus précisément je crois, comme enfin il y a des passages où j'ai vraiment l'impression que ça aurait pu être écrit par Gennada sur l'amour de la parenthèse, et le fait que ses éditeurs, ou que ses lecteurs, je sais plus, en ont marre de ces parenthèses, ou le fait que ses éditeurs le supplient d'écrire des livres plus courts. C'est le genre de remarques purement gennadiennes,
Mais en fait, ce que je comprends, c'est que peut-être pas. Peut-être qu'elles viennent déjà, peut-être qu'un autre auteur les aurait écrits dans les années 50 et... ce que je veux dire, c'est que quand mon ami me disait oui, ça peut être un peu gênant comme de voir quelqu'un qui essaie à tout prix d'imiter la manière de s'habiller d'une autre personne, ben cette manière va peut-être nous prouver, et c'est peut-être ça qui va nous mettre mal à l'aise, que tout le monde imite, que rien n'est soi. Je ne suis personne en fait. Là, j'ai parlé récemment du livre de Bégodeau de Comme une mule, où il explique justement que l'auteur est une sorte de gare qui est, comme l'humain, enfin en général, traversé par des pensées, par des affects, par des souvenirs, par des ceci et des cela, qu'il n'y a pas d'entité vraiment... il n'y a rien qui est stable en fait dans notre esprit, dans notre tête, et en tant qu'écrivain, c'est la même chose. Des phrases, des magnifiques phrases vont me venir, mais elles ne viennent pas forcément de moi en fait. Elles viennent de ce que j'ai lu, elles viennent de ce que j'ai vécu, elles viennent d'un mélange d'un film que j'ai vu il y a 10 ans. Enfin, moi je me rappelle que justement dans un livre, j'avais une scène dont j'étais assez fière à un moment quand je l'avais écrite, avant de m'apercevoir que ça ressemblait à une scène de Rosemary's Babies. Et c'était en revoyant le film que ça m'a sauté aux yeux et que sur le coup, j'étais aveuglée en fait, sur ça. Donc c'est ça qui me met mal à l'aise, c'est comme une manière de dire un tel s'habille comme un tel, mais peut-être qu'en imitant un tel, le premier un tel imitait, je sais pas moi par exemple, a porté un jean pour imiter Marilyn Monroe, qui elle-même portait un jean pour imiter les mecs dans les westerns, qui eux-mêmes portaient un jean pour imiter les gens de Nîmes, parce que de Nîmes, du jean, ça vient de Nîmes apparemment. Et que chacun qui se l'approprie, ça a un message différent. Le jean porté par les gens de Nîmes ne sera pas le même que celui par les mecs des westerns, qui sera là pour un côté masculin, et que quand c'est Marilyn Monroe qui se le réapproprie, c'est pour mettre une féminité encore plus latente, parce qu'elle porte quelque chose de très masculin, et ça rend le vêtement féminin par cette occasion, quoi. Donc la parenthèse chez Génada ne sera pas forcément la même que celle de chez Boulier, même si moi ça me saute aux yeux, mais en même temps ça dit peut-être quelque chose plus de moi et de ma réception, et je sais pas, peut-être une mise à distance que j'ai pas encore assez prise par rapport à Génada, que par rapport à Boulier. Et pour comprendre, donc, est-ce que c'est un genre qui est en train de se faire? C'est peut-être un genre qui est fait depuis longtemps. C'est donc ce que je dis sur le fait de se réapproprier, c'est en allant sur la page Wikipédia de Boulier que je vois que ce serait inspiré d'un auteur qui s'appelle Michel Léris, que je connais pas et que j'ai envie de connaître maintenant, qui lui-même utilise beaucoup des phrases longues et des parenthèses et fait une sorte de mélange, de melting pot en fait entre l'information, entre le jeu, entre le moi, entre ce que je vois, entre ce que ci et ça, et un côté ethnologue aussi. Et quand on regarde la page, justement, quand on va sur celle de Michel Léris, on s'aperçoit que lui-même serait inspiré de Montaigne, des essais, etc. Et donc, se dire, la littérature, c'est ça, quoi. C'est... Je n'existe plus. En écrivant, j'écris un grand roman commun et un grand roman qui appartient à tous, quoi. Et voilà, quoi. Donc je sais pas si ça vous a donné envie de lire Génada ou de lire Boulier. Mais ça m'a permis de peut-être moi mieux comprendre, de voir en fait que parfois on est têtu et on se prive de choses, et après maintenant je suis heureuse parce que je me dis peut-être qu'il fallait justement que j'ai fini les Génada pour être tout à fait attentive et ouverte à cette idée, quoi, mais ça m'a rappelé en tout cas que il faut être ouvert, quoi, c'est ça le message le plus important, quoi, c'est ne pas rester parfois, pas camper sur ses positions, sur ses bons mots, parce que moi j'étais bien contente de dire c'est du Génada, ça faisait très, je sais pas, celle qui s'y connaît, quoi. Et c'est juste con, c'est juste je me prive de quelque chose qui est vraiment bien. En plus ça nie tout le travail qu'a fait Boulier. Est-ce que parce que l'entreprise est similaire, est-ce que ça veut dire que justement il n'aurait pas souffert, il n'aurait pas sué à écrire ce livre, à faire lui-même, à chercher dans les archives, à faire une enquête, à compiler 3 ans de travail et de recherche. C'est juste absurde. Pour finir,
si vous devez, si ça vous intéresse, donc si ça vous a donné envie, je sais pas si ça vous a donné envie en fait, parce que je sais pas si c'est pas une vidéo plus coup de gueule sur moi-même qui fait parfois des raccourcis et des trucs comme ça, mais bon bref, si ça vous a donné envie, le livre que je conseillerais le plus de Gennada, bon c'est celui que la plupart des gens conseillent, mais c'est La Petite Femelle, et de Boulier, je dirais Le cœur ne cède pas, mais après le syndrome de l'orangerie est aussi très bien. Pour Gennada, ça fait genre que les autres sont pas très bien, mais ici ils sont tous très bien. En fait, vous lisez n'importe lequel. Et les deux, en tout cas, arrivent à me mettre dans cet état où je sais qu'ils prennent le temps et je sais que moi aussi je prends le temps et ça me met vraiment... J'ai l'impression que ce fait de dévier comme ça à ce point-là du livre que j'ai ouvert au départ, c'est ce qu'on dit souvent sur la littérature, qu'elle permet de grappiller un peu de quelques heures au capital, et c'est un peu ça quoi. C'est rare les auteurs vraiment qui pendant 2-3 semaines à la fois nous captivent, nous mènent par le bout du nez, nous racontent 1000 histoires en une, et voilà quoi. Donc c'est ça l'amour pour moi de la littérature qu'on sent en eux. Si on devait trouver aussi une différence vraiment, et donc encore un truc qui pourrait les différencier et me faire mentir, c'est le fait que une différence de ton, de tempérament je dirais, parce que Gennada c'est vrai qu'il y a une sorte de, je sais pas moi, de force tranquille, de bonhomie. Quand j'en parlais justement avec mon ami, il me disait c'est vrai que son style est très reconnaissable parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui nous parle en même temps qu'il fait la vaisselle par exemple, et qui saute d'une histoire à une autre, et à une autre, et à une autre, et tout en restant très posé en un sens, même si on sent aussi l'excitation des trouvailles et de tout ça. Alors que Boulier, je dirais, sûrement à cause de sa vie privée qui a l'air d'avoir été plus erratique, c'est ce qu'il explique dans Le cœur ne cède pas, quelque chose d'un peu plus, je dirais, rire, qui cache une tristesse, une joie mélancolique, ou au contraire une tristesse joyeuse, enfin un truc un peu clown triste, mais qui fait aussi sa spécificité, qui fait aussi sa beauté quoi. On sent un côté écorché vif ou l'air à vif quoi. Et avec du coup un humour un peu plus désespéré, et peut-être aussi une appétence vers des faits divers plus morbides, parce que quand il s'intéresse par exemple à Monet, il tente d'expliquer ce que les nymphéas ont pu produire d'impressions mortifères sur lui quand il les a vus, alors que c'est vraiment pas la réception qu'ont les gens habituellement quand ils vont à Giverny. Enfin, je sais pas si c'est à Giverny, mais bon, bref. Et bien sûr, quand il enquête sur ce que je vous ai raconté sur Marcel Pichon, le mannequin des années 50 qui s'est laissé mourir de faim, oui, il y a aussi quelque chose de très morbide. Et peut-être, en fait, je dirais, si je devais faire moi-même ma psychanalyse comme lui-même le fait, c'est peut-être parce que je me sens plus proche de lui en termes de tempérament que je réagissais ou je surréagissais comme ça en le relisant, comme si c'était une projection de moi-même. Voilà, bon, je vous remercie de m'avoir regardé, je m'excuse pour mon nez bouché et je vous dis à très bientôt. Voici le second numéro du magazine littéraire Chini Chini, qui cette année s'intéresse à la critique littéraire, mais aussi à la droitisation dans le milieu éditorial, au purple washing dans les librairies, et qui propose aussi 2 interviews, dont celle de Philippe Gennada, qui est cette année au concours, soit dit en passant.